Bien, on va pouvoir reprendre notre programme de cette journée dédiée aux directives anticipées, aux plans de crise et plans de soutien en santé mentale. Du coup, cet après-midi, comme vous le savez, les journées thématiques du CREPSI sont organisées en conférences plénières sur les matinées et en des tables rondes ou des partages d'expériences, on va dire, plus de personnes intervenant au sein de la région en règle générale sur les après-midi. Donc cet après-midi, on vous propose de partager avec nous autour de 2 tables rondes. La première, cette première table ronde là, en début d'après-midi, commencera là dans quelques instants et s'arrêtera autour de 15h. Elle va s'intéresser à des retours d'expérience autour du VRAP, dont Pauline vous dira quelques mots, autour de l'accompagnement par une père aidante au sein du Sésame, à Orion au Sésame, de faciliter l'accompagnement à l'aide du VRAP. Voilà, et puis on vous partagera également l'expérience de la mise en place au sein d'une équipe de soins de réhabilitation psychosociale d'un plan de soutien collectif partagé avec nos collègues pères aidantes. Donc on vous parlera de cette expérience-là. Voilà. Je vous propose de commencer tout de suite. Donc Pauline, je te présente, si tu veux, ou tu te présentes toute seule peut-être. Pauline Tremblay, médiatrice de santé père au département de réhabilitation psychosociale du Sésame depuis 2 ans. Si je vous présente un outil, le plan d'action sur la gestion du bien-être, que j'ai commencé à utiliser dans l'accompagnement en fait, d'abord de façon empirique avec des personnes qui avaient fait cette demande d'intra. Là, c'est un outil. En fait, on utilise cet outil pour essayer de connaître la personne, comment elle est quand elle se sent bien, comment elle est quand elle se sent. Quels sont les signes déclencheurs et comment elle souhaiterait être soignée, accompagnée dans sa vie. Là, je peux vous présenter un exemple de cet outil avec mon exemple personnel, donc c'est un outil dans ce cas-là pour tout soin. J'ai essayé d'éclaircir en fait ce qu'est la santé de la santé. En fait, l'intérêt du VRAP par rapport à d'autres outils d'accompagnement tels que le GPS ou encore d'autres, ou des outils qui sont très très codifiés, c'est qu'il permet un investissement de la personne dans une expression singulière et qui peut être tout à fait créative aussi. Donc là, je vous ai présenté ça sous la forme d'un PowerPoint parce que c'était plus facile, mais il y a des personnes qui peuvent utiliser des outils comme de la musique ou des œuvres d'art pour communiquer en fait ce qu'est pour eux le bien-être et aussi sur l'idée aussi de communiquer comment elles se sentent en ce moment. Là-dessus, ça peut être un bon outil de compréhension de l'état de la personne pour les soigner. Le principe du VRAP, c'est une méthodologie simple. Donc il y a 8 grands axes. Et en fait, dans les ateliers pour développer le VRAP, l'accompagnement à la création d'un VRAP individuel, on peut investiguer les choses de façon indépendante les unes des autres. En se disant par exemple une personne qui va commencer à parler de tel sujet,
et du coup commencer à l'investiguer. Mais on peut aussi tout à fait les faire dans l'ordre. Les faire dans l'ordre. Donc, la question 1, qu'est-ce que le bien-être pour moi? La thématique 2, ma boîte à outils personnelle de bien-être. Thématique 3, mon programme journalier, hebdomadaire, mensuel de bien-être. Thématique 4, mes déclencheurs de mal-être et de déséquilibre. Thématique 5, mes signes avant-coureurs, annonçant une possible rechute. 6, quand tout s'emballe. 7, mon plan crise conjoint. Et 8, mon plan d'après-crise. Et en fait, l'intérêt de faire le RAP dans un accompagnement de soins, c'est de permettre en fait, une meilleure connaissance de la personne, de ses outils d'expression personnelle, mais c'est aussi l'amener dans une alliance thérapeutique renforcée, l'amener à parler des choses qui sont difficiles, dont le crise conjoint, se poser des questions essentielles et qui peuvent faciliter la suite. On va voir un peu comment moi j'ai traité ça. Typiquement, moi j'ai besoin d'être tranquille. C'est donc pas dans ce que j'ai écrit. J'ai besoin de me préserver des moments de tranquillité. Et ça fait partie de la gestion de mon bien-être et de ma santé. Deuxième partie. J'ai mis des choses toutes bêtes qui indiquent ma façon à moi de préserver ou de conserver un équilibre de vie et aussi de me sentir bien. Avoir du plaisir à m'habiller le matin, prendre soin de moi, conserver et préserver des moments de repos, être organisé et... Alors ça peut paraître assez bête, mais ça peut mériter le fait d'être écrit. Mon programme journalier. Donc là c'est pareil, c'est des petites choses que j'aime faire ou qu'il est important que je fasse aussi des moments où, où je me sens un petit peu moins bien. C'est propre à... les déclencheurs de crise possibles. Alors là c'est pareil, en fonction des personnes, des capacités de santé peuvent être différents. Mais du coup, moi j'ai mis effectivement des choses liées peut-être au fait d'éventuellement être parfois surchargé. Ça n'arrive plus trop maintenant, mais s'il y a beaucoup de choses, eh bien c'est moins facile de gérer. Et plus stressant, et peut-être fatigant, etc. Mais s'il y a mon pouvoir de rechute, là effectivement, votre expérience auprès de Cercle Marion, effectivement, je peux inviter tout le monde à lister ça parce qu'effectivement, en dehors de la pathologie psychiatrique, les signes avant-coureurs de rechute, c'est des signes de moins bonne santé en général. Voilà, pour moi, si je ne dors pas la nuit, c'est urgent que je m'arrête, que je prenne rendez-vous chez mon médecin généraliste et puis que je dors. Et c'est des petits trucs comme ça qui font que plus dans l'escalade. Stoppe le truc le plus vite possible. Voilà, ça peut être peut-être un sentiment peut-être d'isolement ou de solitude. Du coup, effectivement, des soutiens amicaux de père et d'oncle, éventuellement, pour solution.
ça signifie que je suis quand même assez optimiste. Voilà. Partie 7, mon plan de crise conjoint. Alors moi je l'ai élaboré seule, mais ça s'accompagne aussi éventuellement avec un médecin et ou d'autres membres du système de soins. Donc des personnes de soutien, des personnes accompagnées. Compliqué ou pas adapté pour moi, et des stratégies qui peuvent être adaptées en cas d'hospitalisation. La 8e partie, c'est voilà, s'il y a une crise, qu'est-ce qu'on fait après la crise? Moi j'ai mis des choses assez concrètes parce que je pense que après la crise, c'est important quelque part de reprendre un équilibre de vie rapidement. Donc avoir des papiers qui se sont tassés, s'en occuper vite, voir si je peux prendre des vacances ou voir si j'ai besoin d'être accompagnée pour prendre des décisions et quel soutien je peux recevoir avec les parents. J'espère que vous avez pu m'entendre parce que je ne veux pas trop de son micro. Voilà, le wrap, comme je l'ai utilisé pour moi. Aujourd'hui, au CEDAM, il y a d'autres accompagnements de groupe, notamment à l'ERA, le service de réadaptation psychosociale par le maréchal, l'accompagnement de groupe pour du wrap. Et du coup, on se passe un peu la main les uns les autres dans l'apprentissage de cet outil-là, qui est expérimental. Merci beaucoup, Pauline. Donc, ce partage de ton expérience de la réalisation du FRAP. Je me demandais si toi, du coup, tu dis qu'il y a des groupes donc c'est un travail qui se fait facilement en groupe. On a évoqué ça un petit peu ce matin, que le FRAP... Alors moi, j'ai découvert les 8 étapes, en fait, puisque c'est pas quelque chose que moi j'ai fait, en fait, en pratique de soins. En fait, j'ai pas fait le FRAP en tant que tel. Du coup, j'ai découvert les étapes, là, en fait, et donc je comprends bien que le plan de crise conjoint, c'est une étape finale du VRAP. Je me demandais, donc tu dis qu'il y a des groupes pour travailler sur le VRAP. Est-ce que tu fais aussi des accompagnements individuels? Est-ce qu'il y a des gens que tu accompagnes, avec qui tu travailles sur le VRAP en tête-à-tête ou pas? Alors, je l'ai fait une fois avec une personne donc, qui est encore en intra. Une personne pour qui l'hospitalisation et les tentatives de sortie étaient en échec depuis longtemps, depuis 6 ans. Avec elle, je n'ai pas utilisé le VRAP comme ça, parce que ça m'est venu après. J'ai utilisé le kit Revim, mon rétablissement, le petit kit fer, voilà. Et en fait, ce travail en fait, de mise au clair de ces conditions propices pour aller bien, et notamment aussi c'est une personne qui faisait des crises et elle avait pour projet d'intégrer l'ERA. Et on a surtout investigué avec elle ce qui se passait juste avant la crise des microsignes, comment on fait quand on sent que ça monte. Et ça, on a pu vraiment éclaircir tout ça et en parler en réunion de synthèse avant qu'elle puisse intégrer l'ERA. Et en fait, c'était bien parce que en fait, ça
il y avait des inquiétudes de l'équipe par rapport au fait qu'en travaillant en maraîchage, les personnes elles ont des outils. Donc l'idée c'était de faire qu'elles puissent intégrer donc ce service en sécurité. Donc ne pas elles se mettre à manger et ne pas mettre les autres à manger. Et donc en fait ça a été tranquillisant, je pense, pour à la fois les encadrants et puis à la fois pour la personne accompagnée. Et on continue à avancer avec elle en éclaircissant un peu tous les sujets comme ça. S'il y a d'autres questions, dites-moi. En attendant, moi j'en ai encore une ou deux. Je me demandais si tu trouvais, toi, que faire toutes les étapes préalables dans le VRAP avant, qui débouche sur le plan de crise, si je comprends bien, en tout cas dans ce modèle-là, c'est une construction du plan de crise par le VRAP avant. Est-ce que tu trouves que c'est nécessaire de faire tout ça avant de commencer à s'attaquer au plan de crise ? Je pense que ça peut... en fait, je pense que les étapes d'avant permettent de favoriser l'expression de la personne et l'enrichissement de la relation d'accompagnement et de soins, qui fait que on osera plus facilement réfléchir aux choses compliquées, difficiles, autour d'une crise. Tout de suite parler de... effectivement, il peut y avoir des gens qui sont dans un repli, non, je veux parler de ça en ce moment, et effectivement, il y a des moments où, même c'est pas le moment pour la personne, elle n'a pas envie de parler de ça. Et ça doit être respecté aussi. Mais je pense que les parties préalables du VRAP peuvent permettre d'avoir un environnement de confiance où justement on va attaquer le sujet mais par son environnement, par le côté bon, si jamais ça n'allait pas, voilà, il y a des choses auxquelles vous pensez. Peut-être qu'on n'est pas obligé de faire le plan de crise conjoint jusqu'au bout, mais déjà mettre des éléments auxquels la personne pense, qui sont importants pour elle. Juliette, s'il y a d'autres questions, moi, non. Je voulais savoir... Alors oui, moi je voulais peut-être partager l'expérience que j'ai du VRAP. Moi j'ai découvert cet outil, ça devait être en 2016 je crois. Il y avait une équipe du Chez Soi d'abord de Marseille qui était venue nous parler de rétablissement, enfin nous faire une formation sur le rétablissement. Et donc c'était un binôme entre un psychiatre et un père aidant. Et il nous parle, donc, entre différentes et plein de thématiques, on parle du VRAP. Et il nous explique beaucoup le fait que c'était très très important qu'on ait fait son propre VRAP pour pouvoir faire des VRAP aux autres. Et alors il y avait quelque chose, moi je me disais, mais c'est comme ça. Il y a eu une espèce d'étrangeté, de ressenti en tout cas de ma part d'étrangeté, de dire, mais c'est quoi, faut faire partie du clan là, c'est bizarre ce truc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'était présenté un peu comme s'il fallait en être, il fallait l'avoir fait pour avoir le passeport pour le faire. Et ensuite, j'ai plus compris l'intention secondairement. Donc maintenant, je suis convaincue qu'il faut avoir fait une forme d'expérimenter un plan de soutien ou un plan de rétablissement pour soi-même, pour se rendre compte de ce que ça peut être, comment c'est difficile, de comment ça bouge tout le temps, etc. Donc ma question, elle est, est-ce que tu penses qu'il y a besoin de faire vraiment un VRAP pour soi, que quelqu'un d'autre, parce que c'était comme ça que vous avez dit, il faut que quelqu'un te fasse passer le VRAP pour qu'ensuite tu fasses passer le VRAP aux autres. Est-ce que ça c'est toujours d'actualité 5 ans plus tard selon toi ou qu'est-ce que tu en penses toi? C'est une très bonne question, surtout que j'ai commencé cet accompagnement dont je vous parlais tout à l'heure sans avoir fait mon VRAP et j'ai fait le mien après. J'ai certains
certains collègues qui ont aussi fait leur infirmier. Je pense que ça facilite le travail, je pense que ça rend les choses plus liées. Vous avez d'avoir fait son propre vrac. Je pense que ça change les choses dans le sens où le soignant, l'infirmier va partager la connaissance d'un truc qu'il a expérimenté. C'est une forme d'enthousiasme. Tandis que s'il ne l'a pas fait, ça risque d'être peut-être imposé ou fait de façon descendante. Je pense que c'est là en fait la différence. Enfin, d'accord. C'est vraiment la question de la posture, le fait d'avoir expérimenté pour soi, qui permet peut-être de pouvoir partager une expérience plutôt que de faire passer à quelqu'un d'autre l'expérience. Ok. C'est aussi Elisabeth Comweb, qui est infirmière chez nous au Crézerc à Nantes, et qui était OK pour partager avec nous cette expérience de plan de soutien au sein de l'équipe, et en illustrant éventuellement avec ton expérience à toi de plan de soutien. Et puis après, de répondre aux questions sur ce que ça a pu faire, ce que c'est peut-être une expérience à toi. Je te laisse la parole, Elisabeth, par rapport à... Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Effectivement, je suis Elisabeth Conguet, infirmière sur le Crézerc. Et donc, pour revenir à l'expérience des collègues, effectivement, en tout cas, moi j'ai été amenée à remplir mon plan de soutien avec des situations de crise et mon plan d'action. C'est quelque chose qui n'était pas facile en fait au final, parce que si vous voulez, au Crézerc, je suis amenée à co-animer des groupes d'éducation thérapeutique, et dans ce cadre-là, effectivement, on propose aux participants de pouvoir commencer des fois à remplir le plan de crise ou le plan de soutien en séance. Et c'est quand moi j'ai vraiment fait ce plan quand moi je l'ai rempli dans l'équipe en fait, lors de ces temps d'équipe, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui n'était pas si évident que ça. Ça demandait quand même de l'authenticité, déjà avec moi-même. Et par exemple, je sais que mon tout premier plan de crise, mon tout premier plan de soutien, en tout cas que j'ai rempli, c'était quelque chose qui n'était pas trop... qui ne venait pas chercher, qui ne venait pas remuer des choses qui étaient compliquées, parce que bien qu'étant infirmière, on traverse tous des moments plus ou moins compliqués, et en tout cas, pour moi, c'est vraiment l'expérience que j'en tire, c'est que en tout cas, ça fait écho chez moi quand j'entends Ciel dire on peut se sentir dépossédé de son intimité. C'est assez, ça peut être assez intrusif, et moi j'ai vraiment, il m'a fallu du temps pour en faire un qui soit, et dans plusieurs domaines, mais pas forcément dans le domaine du travail, mais aussi dans le domaine personnel, parce que je travaille avec ce que je suis, ce qui se passe dans ma vie. Et il peut y avoir des moments, en tout cas, il y a des moments où j'ai mon plan de soutien. Il a fallu que je prenne le temps de le remplir pour vraiment être le plus authentique avec moi-même, en fait, parce que ça remue quand même beaucoup. Voilà. Est-ce que, moi je me posais la question en fait de savoir est-ce que ça a changé quelque chose dans le fait d'avoir cette expérience de rédiger ton plan de soutien. Je précise peut-être qu'en fait, étant donné que pour des personnes de l'équipe qui ne vivent pas avec une maladie mentale, les plans de crise, on va choisir une situation de fragilité de santé mentale qui n'est pas en lien avec une maladie. Enfin, pas forcément, quoi. C'est-à-dire, ça va être
Moi, personnellement, ça va être quand j'ai une situation de surcharge de travail et que je commence à être complètement surmenée et à partir en n'importe quoi parce que je n'arrive plus à gérer la surcharge. D'autres, ça va être d'autres fragilités ou d'autres points en fait, de fragilité. C'est un peu comme ça. C'est pour ça qu'on a chacun, en tout cas moi, j'ai plusieurs plans de crise. J'ai un plan de crise surcharge professionnelle, j'ai un plan de crise insécurité relationnelle. Voilà. Donc ça, c'est une petite précision. Ma question, c'est le fait d'avoir, toi, fait cet effort-là. Tu dis, je me suis rendu compte, en fait, à ce moment-là, que, ah ouais, en fait, c'est pas si simple que ça à remplir. Ça mobilise beaucoup. Est-ce que ça a changé ta manière d'accompagner les personnes dans ton travail d'infirmière, avec qui tu fais peut-être des plans de soutien, des plans de crise, tu les aides à remplir leur propre plan de crise. Est-ce que tu le fais différemment maintenant qu'avant ou pas? Alors oui, en fait, avant juste pour que vous compreniez, pour vous situer les choses, avant je travaillais, j'avais une partie de mon temps où j'étais en temps plein service d'intra, où on accueillait des personnes qui vivaient des moments assez aigus, et une autre partie au Préserve. Et avant moi de remplir mon propre plan de soutien, ça m'arrivait en service, en tout cas d'intra, d'avoir à cœur, et même en ETP, d'être presque dans une sorte d'urgence en fait, de me dire mais si en fait voilà, c'était finalement peut-être mes besoins à moi. Depuis que moi j'ai rempli mon plan de soutien, pour les personnes que j'accompagne, je vais vraiment à leur rythme. Et je me rends compte que ça demande du temps, ça demande il faut prendre soin de soi en fait en le remplissant. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et du coup, oui, je suis beaucoup moins... je suis dans une autre temporalité en fait. Je suis dans une autre temporalité et je suis... comment dire, mes désirs, je ne sais pas si je peux dire ça, de soignant, entre guillemets, passent complètement au second plan. Et c'est pas, c'est pas ce qui est important en fait. C'est-à-dire, voilà, ce qui moi, avant, m'animait toujours, mais maintenant, la notion de temps, la notion de respect du rythme de l'autre, voilà, la notion d'aller à son rythme, ça a changé. Voilà. Donc en fait, tu as expérimenté le fait que réaliser, écrire son plan de crise ou son plan de soutien, c'est quelque chose qui prend du temps et qui nécessite une temporalité qui n'est pas forcément celle de l'urgence et de l'après, de tout de suite après la crise pour plus tard. Et que ce n'est pas figé, de s'autoriser à y revenir, à modifier, et voilà, que ce soit... Et au sein de l'équipe, en tout cas, dans le lien avec les collègues du Préserve, je trouve que ça, en tout cas moi, ça a renforcé le lien. Voilà. Ça renforce le lien, et puis ça, quelque part, ça déstigmatise aussi, en fait, effectivement, qu'il n'y ait pas que, par exemple, la collègue qui a eu besoin de faire un plan de soutien. Voilà, c'est aussi du prendre soin de soi individuellement et puis collectivement. Ça normalise le fait de passer tous par des moments de fragilité de notre santé mentale, qu'on ait des pathologies psy ou qu'on n'ait pas de pathologie psy. Évidemment, toute proportion gardée, on n'a pas tous à passer par des moments d'hospitalisation en psychiatrie, certes, mais pour autant, c'est pas pour ça qu'on n'a pas besoin de travailler sur ces situations. Peut-être dans les 10 minutes qui nous restent, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient l'élan de poser des questions à Pauline ou à Elisabeth? C'est le après-repas. Baptiste. Alors, la question, moi, c'était par rapport à la vidéo de Marine par rapport à la vidéo de Marine et Ciel. Moi, j'étais de l'autre côté de la barrière, dans la période difficile, où elle parlait de l'hospitalisation. Et on a vraiment vu la différence quand Marine est venue nous amener le plan de crise, le plan de soutien sur ces ressources, toutes les choses qui étaient utiles. On a vraiment vu du jour au lendemain que l'alliance créait, qu'on ressentait un apaisement, et ça c'était vraiment hyper riche.
C'était plus... Quand tu dis que tu étais de l'autre côté de la barrière, tu parles que tu étais aux urgences, que tu étais en service d'hospice? Moi, j'étais dans le service d'hospice. De service d'hospice, d'accord. Ok. Donc, tu as expérimenté du côté soignant que travailler avec un plan de crise comme média avec la personne qui arrive en hospice, c'était aidant pour les soignants en général. Complètement, parce que du coup, on personnalise les choses. Le contrat de soins, les choses auxquelles on a accès ou pas, c'est complètement différent. Et vous voyez que si on plaque une même chose, ça ne marche pas forcément, alors que quand on va désir, c'est quand même beaucoup mieux. Antoine, super. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ok. C'était à vous trois. Est-ce que vous voulez vous former à la rédaction des directives anticipées? Mais oui. Oui, je pense que... alors après, là, j'avoue que ce sera de toute façon une décision d'équipe, hein, parce que moi, j'avais pas... j'ai découvert avec toi, là, aujourd'hui, qu'il y avait des formations officielles, on va dire, en tout cas officialisées de rédaction, aux rédactions et à l'accompagnement aux directives anticipées. Moi, je trouverais ça intéressant. On a l'habitude dans le service de prendre ce type de décision, de choix de formation en équipe. Mais globalement, effectivement, je pense que ça pourrait être intéressant. Alors peut-être avec pouvoir faire bénéficier de manière un petit peu plus large que notre équipe restreinte au sein de l'hôpital des personnes qui pourraient être intéressées pour se former à l'accompagnement de la rédaction des directives anticipées, que ce soit du côté père aidant que du côté soignant. C'est-à-dire pas forcément l'équipe restreinte du CRESERC, où je pense qu'on a pas mal de culture de ça, mais peut-être un peu les collaborateurs un peu plus étendus. Mais ça se discutera, j'imagine. Oui. Moi, de toute façon, l'idée, c'est pas qu'il n'y ait que des gens qui travaillent au même endroit que je vois ensemble, hein. C'est qu'il y ait le plus de pères aidants possible, non pas 15, mais qui puissent échanger, du coup, et qui est plus riche. Et moi, je fais juste de la formation de pères aidants, donc je n'aurai pas de personnes, des autres professionnels, mais ça peut être des pères aidants aussi bénévoles très actifs et qui ont une possibilité d'accompagner à la rédaction ou qui sont en formation et tout. Donc voilà. Et après, c'est seulement si les pères aidants et pères aidantes sont OK pour le faire. Parce que, voilà, c'est tout, je faisais de la propagande. On avait bien entendu votre proposition ce matin et on est déjà en réflexion au niveau du CREPSI, pour proposer peut-être, avec un certain nombre de pères aidants, un groupe où on pourrait vous accueillir. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on fasse une petite pause? Moi, j'en ai sous le coude qui me... Merci. Alors moi, c'est pas une question, c'est une affirmation depuis ce matin que j'ai entendue. En fait, c'est vrai, étant père aidante, un plan de crise, en fait, je pense qu'il ne peut pas s'imposer à une personne. Il se construit avec la personne à la vitesse dont la personne avance et à sa façon. Et je pense qu'on ne peut pas imposer, il y a plein de plans de crise, plans de soutien, tout ça, on en parle beaucoup. Mais je pense qu'on ne peut pas en imposer un à une personne. Je pense qu'en fait, que c'est la personne qui doit se l'approprier et peut-être le construire elle-même aussi. Enfin, moi, je sais par rapport à ma propre expérience, on m'a imposé un plan de crise et en fait, il ne me convenait pas du tout et ça m'a aidé à rien en fait. Oui, tout à fait. Moi, je voulais dire que le plan de crise, il peut évoluer aussi. Oui, complètement. Sur un an d'évolution de la pathologie, il peut y avoir complètement tout chamboulé. Oui, et comme personne, pour moi-même, mes plans de crise de l'année dernière, sur les mêmes situations, sur les mêmes thématiques, hier, j'ai refait mon plan de crise pour me mettre un peu dans l'ambiance pour essayer de me dire, bon tiens, allez, j'ai retravaillé dessus. Je vois bien que c'est pas ni les mêmes besoins qui sont plus saillants, ni les mêmes personnes ressources avec les mêmes demandes aux personnes ressources. Les choses évoluent. Effectivement, un plan de crise est quelque chose d'assez mouvant.
qui bénéficient en tout cas à être ajustés et réajustés régulièrement. Moi, j'avais une toute petite question par rapport à l'autre côté de la barrière, en fait, à Baptiste qui disait, on a vu que ça construisait l'alliance, on a vu que ça permettait d'ajuster, d'être beaucoup plus personnalisé auprès de la personne, donc quand si elle était hospitalisée. Est-ce que tu as remarqué dans l'équipe, au contraire, des infirmiers, des soignants, des gens qui étaient un peu en inconfort avec ça, en disant, bah tiens, comment ça se fait là enfin, voilà. Est-ce que tu as pu remarquer des choses qui ont pu être un peu déroutantes ou compliquées, ou des résistances de la part des soignants de l'équipe d'hospice? Non, pas du tout. Puis même de manière générale, j'en parlais juste après, mais moi dans mon travail de thèse, et quand je parlais des plans de crise de manière globale autour de moi, tout le monde, enfin en général les gens ne connaissent pas grand-chose, ils en avaient entendu parler, et tout le monde est hyper preneur. On va dire, c'est génial ce truc-là, tout le monde n'a pas entendu parler, et là c'était globalement le même accueil dans l'unité, même l'unité de crise, c'est pas un souci, mais après en fonction des moyens, c'est toujours pareil. Là c'était pas des choses qui étaient trop engageantes. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres questions ou remarques avant qu'on s'arrête? Si ce n'est pas le cas, je voulais remercier beaucoup nos oratrices. Merci Pauline de ton partage de l'expérience du VRAP et Elisabeth sur la question du plan de soutien d'équipe. Bien, je vous propose de reprendre pour cette dernière table ronde de notre journée consacrée aux directives anticipées et plans de crise en santé mentale. Cette dernière table ronde va s'intéresser et en pratique, dans le réel, et en particulier aux urgences et en situation d'urgence, quels sont les leviers, les éventuelles limites, les craintes, et puis les modalités de partage, de lien avec les familles et les aidants. Donc, dans cette table ronde, on accueille le docteur Baptiste Mousque, qui j'ai un doute sur comment on dit son nom. Mousquès, voilà, je l'ai pas. Baptiste Mousquès, qui est praticien hospitalier au CHU de Nantes, et le docteur Hélène Vergniaud, qui est praticien hospitalier et chef de service des urgences médico-psychologiques du CHU de Nantes aussi. Et également, on accueille M. Pascal Boucherie et M. Jean-Bernard Brière, qui sont tous les deux membres de l'UNAFAM des Pays de la Loire, qui vont parler des modalités de mise en œuvre et de communication, de coordination, de collaboration avec les aidants avec ces situations de crise et de plan de crise, entre soignants et aidants évidemment. Donc moi je vais vous parler de mon travail de thèse effectivement, que j'ai réalisé l'an dernier aux urgences psychiatriques. Donc l'idée c'était pour faire un petit peu un point sur les connaissances, parce que moi quand j'étais en train de réfléchir à mon sujet de thèse, il y a ça qui est venu assez rapidement, mais c'est vrai que personne ne connaissait grand chose, donc j'ai dû faire un petit travail un peu de biographie dessus, donc je vais pouvoir un peu vous le partager. Je vais essayer de ne pas faire trop de répétitions par rapport à ce qui a été dit déjà ce matin. Alors déjà, le rapport à Ulysse, c'est loupé du coup pour la photo, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que les directives anticipées, on en a plutôt entendu parler avec la loi dite Leonetti,
par rapport à la fin de vie. Mais c'est vrai que dans cette loi, il n'y avait pas forcément de partie dans laquelle était mentionnée une application en psychiatrie. Donc en fait, on est passé plutôt sur des modèles qui nous viennent des pays anglo-saxons, développés dans les années 90, puis dans les années 2010 où là ça a été franchement popularisé. Donc ça a déjà été dit tout à l'heure aussi, mais c'est un outil qui est thérapeutique et qui peut permettre justement dans sa construction d'amener à la réflexion aux patients à mieux se connaître et à accepter sa pathologie. Donc il y a un petit point déjà sur les différents formes, mais je pense que c'est important de le répéter. Comme je vous disais, ça vient des pays anglo-saxons, les directives anticipées psychiatriques, et on a tendance à vite s'y perdre avec les différentes terminologies. Donc je vais un petit peu vous répéter là les différents formats qui existaient. Donc aux États-Unis, on a les Psychiatric Advance Directives, qui elles peuvent servir globalement à trois choses. Elles sont plus courtes que les autres modalités de DAP. Elles peuvent servir soit à spécifier vraiment son consentement par rapport à telle ou telle prise en charge, ou alors vraiment à dire la manière dont l'usager va voir les soins et comment lui il envisage les soins. Ça sert aussi à désigner une personne de confiance. Et comme on le disait un petit peu plus tôt, aux États-Unis, ça peut, et ça dépend un petit peu des États, être rédigé seul, voire avec un avocat. Donc le poids de ces Psychiatric Advance Directives, il peut être assez important, voire contraignant selon les États. De l'autre côté de l'Atlantique, on a le John Crisis Plan qui là est rédigé donc, vraiment par une équipe pluridisciplinaire. Peut y avoir les aidants, peut y avoir les soignants de toute façon, c'est un petit peu à l'appréciation du patient. Mais la spécificité, c'est que normalement, il y a un soignant extérieur à l'équipe qui fait office de tiers, qui est censé être garant du désir du patient, et que ce ne soit pas seulement les soignants qui, en gros, poussent par rapport à ce qu'eux désiraient. Il y a ensuite le VRAP qui est plus dans l'idée rétablissement, pas forcément en lien avec une pathologie psychiatrique. C'est comment faire pour aller mieux, comment on est quand on est bien. Et il y a aux Pays-Bas les Ulysse Directives, toujours Ulysse, qui sont plutôt proposées pour les patients qui sont psychotiques. En France, par contre, là on commence à en entendre de plus en plus parler, et notamment depuis la crise du Covid, mais c'est vrai qu'on a quand même un petit peu de retard par rapport à tout ça. Là, je vous ai mis quelques chiffres. Aux États-Unis, par rapport aux directives anticipées psychiatriques, il y a 2 tiers des patients qui se disaient intéressés pour pouvoir en rédiger. Et il n'y avait que 4 à 12%, alors que là c'est déjà en place depuis quelques années là-bas, qui en rédigeaient effectivement. En France, on peut faire une analogie, même si ce n'est pas forcément comparable, mais la commission de réflexion sur la fin de vie en France, ils estimaient qu'il y avait à peu près ces mêmes chiffres-là pour les directives anticipées, mais sur la fin de vie, à proprement parler. Donc l'objectif de mon travail de thèse, c'était un petit peu de voir quelles étaient les connaissances alors, dans la région nantaise et les attentes à la fois des soignants, à la fois des patients. On voulait aussi faire les aidants, mais je vais vous en dire un petit peu plus après, par rapport aux directives anticipées psychiatriques. Donc, ce qu'on a fait, c'est que d'avril à juillet 2020, donc en pleine pandémie, on a décidé de diffuser un questionnaire en ligne alors, on voulait faire initialement aux patients et aussi aux aidants qui se présentaient aux urgences. Au moins pour la deuxième fois depuis 2 ans, pour avoir des gens qui étaient quand même des usagers des urgences, sauf que pendant cette période-là, les aidants ne pouvaient pas rendre visite, ne pouvaient pas accompagner les patients aux urgences, donc on a dû un petit peu se restreindre de ce côté-là. Et l'idée, c'est qu'on a créé des questionnaires en ligne qui regroupaient globalement tout ce qui pouvait se faire dans les différents modèles de directives anticipées, et demander aux gens si, d'une part, ils savaient que ça pouvait se faire ou pas, et si ça leur paraîtrait à eux pertinent de pouvoir le mettre dans leur propre directive anticipée. Donc finalement, on a eu un peu plus de 70 questionnaires qui ont été répondus, et ce qui sortait
Principalement, c'était, alors c'est pas tout à fait comme les chiffres qu'on a pu entendre ce matin, mais bon, c'est à l'échelle nantaise, ça revient à peu près à 2 tiers à la fois des patients et des soignants qui étaient favorables à pouvoir rédiger des directives anticipées. Et ce, peu importe la pathologie, pas besoin de différencier entre troubles bipolaires, schizophrénie ou autre. Et ce qui ressortait aussi et qui paraissait important, c'était que ce soit les soignants ou les patients, ils pensaient que c'était important de faciliter et de co-construire les directives anticipées, que ce ne soit pas juste les patients dans leur coin, ils pensaient que ça pouvait être un peu compliqué. Un autre résultat marquant des questionnaires qu'on avait diffusés, c'est qu'on posait la question aux patients et aux soignants s'ils avaient déjà entendu parler des directives anticipées. Alors, je sais pas si vous êtes les patients, pas du tout. 90% qui n'en avaient jamais entendu parler. Il n'y en avait aucun qui en avait réalisé. Du côté des soignants, alors c'était la moitié en avait déjà entendu parler, mais il y en avait très peu qui en avaient déjà réalisé avec les patients. Et c'était très axé dans le cadre de soins en addictologie. Donc c'est des choses qui peuvent se voir plus fréquemment. Et ça, c'est sur le contenu, dans l'idée de quel modèle utiliser en termes de directives anticipées. Donc là, j'avais un petit peu compilé tout ce qui pouvait se mettre. Donc ça peut être très simple sur juste quel traitement est efficace ou pas, lequel je ne tolère pas ou pas. Et ça peut aller jusqu'à qui on garde un sac d'affaires au cas où chez lui et qui pourrait l'amener. Je pense que vous êtes quelques-uns à avoir bossé en intra là. Le temps et l'énergie que ça peut demander juste pour aller faire nourrir le chat ou récupérer des affaires. Typiquement, si c'est prévu à l'avance, ça peut être vraiment intéressant. Et en fait, ce qui ressortait, c'est que globalement, les soignants avaient envie de mettre tout dedans, donc des directives anticipées plutôt pluriprofessionnelles, importantes, type plan de crise conjoint ou VRAP, et puis les patients étaient plus dans l'idée de directives anticipées un peu à l'américaine, sur c'est quoi leur vision des soins, comment ils souhaitent faire, notamment en termes de traitement. Une des autres inquiétudes qu'on entend parfois, alors plutôt du côté des soignants sur les directives anticipées, c'est que on lâche un peu entre guillemets du pouvoir médical et que ce soit récupéré et pas forcément utilisé à bon escient. Les patients n'étaient pas plus que ça demandeurs d'arrêter tous les traitements ou de spécifier qu'en cas d'urgence ils n'en voulaient aucun. Au contraire, c'était plutôt pour les traitements utiles qu'ils insistaient. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des résultats dans la littérature. Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois et on attend effectivement là, des résultats d'études importantes. Là, il y en a 2 qui devraient sortir d'ici la fin d'année. Parce que les grosses études et les méta-analyses, elles sont contradictoires. Alors, moi, je suis plutôt optimiste, donc je vais vous mettre ceux qui mettent que c'est efficace. On a déjà parlé du chiffre là, de 25% de diminution des hospitalisations sans contrainte. On verra si c'est confirmé. Toujours est-il que c'était le seul outil, les directives anticipées psychiatriques, qui permettent de faire diminuer les hospitalisations sous contrainte. On n'en a pas d'autres pour l'instant. Ce serait dommage de s'en priver. Et il y avait aussi une efficacité qui était prouvée sur la diminution des mesures d'isolement et de la durée d'hospitalisation. Mais les points sur lesquels finalement c'est le plus important en termes de résultats, c'est plutôt sur les résultats qualitatifs, où on va avoir une nette augmentation justement de l'autonomie des patients à travers la contractualisation de la relation médecin-patient, le partage d'expertise. On va avoir une alliance qui va être nettement améliorée et d'autant plus que les équipes sont impliquées. Ça, c'est ce qui ressortait pas mal dans la revue de la littérature. Alors, si tout ça c'est si efficace, pourquoi c'est toujours pas en place ? Alors, il y avait sur plusieurs niveaux que ça pouvait être gênant. Les patients qui parfois se disent qu'ils n'arrivent pas bien à comprendre l'outil, qu'ils ne voient pas à quoi ça va servir. Parfois, il y a aussi, ça revient encore, une crainte de la part des patients de la réaction des soignants, qui va un peu prendre leur place. Et la question de l'engagement sur la durée qui était soulevée. Si je fais un plastri, je vais devoir rester dans les soins pendant longtemps comme ça. Enfin, c'est des choses qui pouvaient se dire. Du côté des soignants, c'était, comme je vous disais, la crainte d'une perte de pouvoir et d'une demande complètement délirante de la part des patients de arrêter absolument tous les traitements ou autres.
et qui était d'autant plus limité que les directives anticipées étaient partagées et co-construites, et dans le système français, de toute manière, ces directives ne sont pas opposables. Et ensuite, les barrières finalement habituelles organisationnelles. Mais ce qui était important, c'est que finalement, là, les directives anticipées commencent à y en avoir quelques-unes qui sont construites. Aux États-Unis, ils trouvaient que parmi toutes celles qui étaient rédigées, il y en avait seulement 20% qui arrivaient aux oreilles des psychiatres aux urgences. C'est très faible. Par contre, quand ça arrivait, dans plus de 2/3 des cas, elles étaient appliquées. Donc, si on pouvait travailler par rapport à ça, c'est sûr qu'il y aurait du mieux. Au niveau des solutions, alors on a un petit peu parlé effectivement du côté des logiciels, de numériser les plans de crise avec un message d'alerte qui saute aux yeux, ce serait pas mal. Il y a une étude où il faisait imprimer des bracelets patients un petit peu différents, d'une autre couleur aux urgences pour que ça saute aux yeux aussi plus facilement. Mais l'idée, c'est de toute manière qu'elle soit diffusée le plus large possible, alors toujours en accord avec ce que les patients souhaitent. Que la facilitation, c'est aussi un bon moyen de l'aider à diffuser. Alors la facilitation, c'est dans la rédaction. On a déjà eu plusieurs témoignages qui nous disaient que c'était un petit peu compliqué de rédiger tout seul, ou alors il y en a certains qui désirent, c'est pas un souci. Donc ça peut être facilité par un tiers, quel qu'il soit, un psychiatre, un infirmier, un médiateur de santé père, des pères aidants, peut-être les case managers à venir. Il y a aussi des facilitations possibles par logiciel. On les rédige face à un ordinateur. Ça peut dépendre un peu des gens, mais effectivement ça peut être utile. Donc voilà, et les questions qui étaient soulevées à nouveau en termes de formation, en termes de cadre légal. Les directives anticipées, elles n'apparaissent pas dans la loi en France. Alors est-ce que ce serait une bonne chose ou pas, je ne sais pas. La question de forcer au moins la consulter, ça pourrait permettre un petit peu d'activer les mouvements. Alors forcer à les respecter, je ne sais pas. Et toujours la question des recommandations, mais un petit peu compliqué parce qu'on est sur des outils qui sont très différents. Donc avoir des recommandations claires, sachant qu'on a pas encore les études, c'est encore un petit peu compliqué, mais il y a des pistes de réflexion sur tout ça. Donc oui, pour le message, les directives anticipées sont effectivement utilisables en psychiatrie, très efficaces et sans risque. Donc leur place, elle est toute trouvée finalement dans la prise en charge, et notamment aux urgences. C'est plus sur des soucis organisationnels pour mettre en place ce genre de choses. Et plus que l'utilisation d'un seul type ou modèle de directive anticipée, je pense que l'idée, ce serait plus de pouvoir s'adapter en fonction du patient, ce qu'il souhaite. Il y a des patients qui vont souhaiter quelque chose de plutôt très simple, ou alors d'autres qui vont vouloir quelque chose de très enveloppant et aller plus loin. Donc je pense que ce serait difficile d'en choisir un seul et de se fixer par rapport à ça. Donc, merci de votre attention. Je vous laisse avec la réponse. De laisser sur la même équipe la parole au docteur Vergniaud qui pouvait nous partager le regard des urgentistes sur cette question du plan de crise. Donc je ne sais pas si de quelle manière tu as envie d'intervenir, Hélène, par rapport à ça. Et si tu as quelques mots à dire déjà, et puis ensuite peut-être de répondre aux questions dans un deuxième temps. Parce que c'est de répondre tous les deux, puisque vous avez fait ensemble ce travail de thèse. Donc voilà, peut-être de répondre secondairement si jamais il y a des questions. Oui, merci à vous. Alors effectivement, ce travail de thèse, Baptiste m'avait demandé de diriger sa thèse sur les directives anticipées. J'avoue que quand il m'a posé cette question, alors en lien avec Marion, bien entendu, je me suis dit, oulala, directive anticipée, c'est vrai que pour moi ça paraissait assez lointain comme concept, pour la bonne raison que effectivement on a très très peu, en tout cas sur Nantes, de recul par rapport à cette pratique. Et je trouvais cette idée
fort intéressante pour travailler aux urgences psychiatriques depuis des années, avec toutes les difficultés aussi que rencontrent, ce que peuvent nous renvoyer aussi les patients, de leurs difficultés des passages aux urgences, du sentiment parfois de ne pas être compris. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui ont fait que, effectivement, je me suis dit que c'était une bonne chose de pouvoir accompagner ce travail de thèse et de creuser après cette idée pour mettre en place ce projet au niveau des urgences psychiatriques. Alors, comme le disait Baptiste, ce qui a compliqué quand même beaucoup les choses, c'est la période actuelle, la période sanitaire. On a été quand même un petit peu frustrés dans la façon d'anticiper justement les choses, de pouvoir avoir les points de vue de l'entourage, des tiers sur le terrain, qui sont habituellement présents aux urgences. Mais pour autant, c'était quand même l'idée de développer cet outil. Alors, très clairement, depuis la thèse, on n'a pas encore travaillé beaucoup plus le projet. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, c'est un projet qui est parti aux oubliettes, bien au contraire. Pour en avoir échangé avec l'équipe des urgences psy, les médecins qui y travaillent, tout le monde est vraiment favorable. Et ça, c'est vraiment un ressenti que toute l'équipe est prête, en tout cas, à travailler sur les directives anticipées. Maintenant, c'est toute la question, comme on peut le soulever, de l'organisation et de savoir comment, en amont, il était possible effectivement de travailler ces directives anticipées avec nos patients. Donc là, tout reste à construire, bien évidemment, et de savoir comment, nous, en tant qu'urgentistes, on peut donc mettre en place la façon la plus simple possible pour ne pas non plus complexifier le trajet et le circuit du patient au niveau des urgences. Ne pas rigidifier, je pense non plus, ces directives anticipées, c'est-à-dire, comme le disait Baptiste, c'est important de ne pas être dans forcément quelque chose de très classique, de très rigide. Je crois qu'il faut vraiment travailler en amont avec le patient tel qu'il est, tel qu'il conçoit les choses. Il y a des patients qui n'auront pas forcément besoin de noter beaucoup de choses sur leurs directives anticipées. D'autres auront besoin de verrouiller beaucoup plus parce que ça les rassurera. Donc je pense qu'il faut vraiment garder l'idée de ne pas rigidifier les choses. Le problème de l'informatisation est quand même un problème important parce que pour l'instant, le logiciel, on ne l'a pas. Donc tout ça aussi, c'est à prendre en compte, à construire, comment le mettre sur informatique pour qu'on ait accès à ces directives anticipées dès l'arrivée des patients. Je pense que ce serait vraiment un outil, en tout cas au quotidien, qui nous aiderait, parce que combien de patients arrivent en état de crise, on leur propose un traitement, ils disent non, moi je veux pas de ça, il n'en est pas question. Je pense que vraiment, si tout ça était travaillé en amont, ça faciliterait beaucoup les choses, l'alliance, la confiance aussi qu'on pourrait avoir dans les moments de crise très, très aigus. Voilà, nous en tout cas, je regarde Marion parce que je pense que c'est vraiment avec le CRESERC aussi et le service qu'on peut mettre en place ces directives anticipées. Mais nous, on est tout à fait partisans de cette co-construction dans le service des urgences psychiatriques. Je me propose, est-ce qu'on fait un petit temps pour quelques questions éventuellement avant de passer à la suite? Merci à vous. J'entends en fait, il y a deux choses que j'entends dans la projection que vous avez aux urgences. Alors, certes, les directives anticipées ne sont pas mises en place, mais je sais qu'il y a un groupe de travail avec une mère aidante qui aborde cette question de l'accompagnement en situation de crise, et donc on va vers une formalisation. On a parlé de
ce matin effectivement les différentes injonctions pour que ça puisse se mettre en place. Il faut effectivement que les informaticiens nous aident avec le fait que ça flash on parlait du fait que ça flash comme les allergies, en fait, ça nous paraîtrait être indispensable. C'est ce que Yvonne, qui a dû partir, Yvonne Canum, qui est intervenue ce matin, nous disait qu'il y avait des hôpitaux dans lesquels c'était comme ça que ça se passait et ça flashait comme des allergies, en fait, de manière systématique. Moi, ce que j'entendais dans l'intention de ne pas rigidifier, j'entendais un besoin des équipes d'urgence de garder une forme de liberté par rapport à cet outil. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, il s'agit de ça. Oui, dans les deux sens. Ouais. À la fois pour l'équipe, mais aussi pour les patients, quoi, qu'ils ne soient pas voilà, Là, c'est bon. Que les patients ne se sentent pas non plus enfermés dans un formulaire extrêmement rigide avec voilà, des choses qui pourraient le rendre plus en difficulté, le mettre plus en difficulté. Donc voilà, que ce soit quelque chose de modulable aussi en fonction de chacun. Mais voilà, il faut. Alors, il y a aussi une autre chose qui m'est venue, et puis après je laisserai peut-être s'il y a quelques questions dans la salle. J'entendais dans ton propos, et ça rejoint ce que Baptiste disait quand il était tout à l'heure, sur le fait que finalement, moi j'entendais parmi les soignants une forme de, quand il y a des directives, finalement il y a une forme de soulagement de dire « Ah bah cool, on sait quoi faire, dis donc ». Finalement, on sait en amont que ce traitement-là fonctionne, et c'est OK avec la personne parce que c'est plutôt confortable d'habitude, et ce traitement-là pas du tout confortable, donc finalement ça apporte de l'information et ça apporte aussi une forme de soulagement ou de confort. En tout cas, dans votre propos à tous les deux, j'avais l'impression que ça se rejoignait sur cette idée de ça peut aussi être tranquille, ou en tout cas agréable et confortable aussi du côté soignant. C'est pas que quelque chose qui peut être vécu comme étant oulala, je perds du pouvoir en tant que médecin. Non, c'est confortable surtout en fait d'avoir des infos réelles de voilà, moi ce qui me convient c'est de faire ça et pas de faire ça. Complètement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle peut-être? Oui. Donc ce matin on a pas mal abordé le travail qui se faisait en amont, les différentes formes d'anticipation qui peuvent être faites. Là on parle de l'instant des urgences, où les gens arrivent, les urgences rentrent la crise, et on a peu parlé de, alors pour bien connaître ce qui se passe des postes d'urgence et l'arrivée de personnes qui viennent du milieu médico-social et débarquer aux urgences, on a peu parlé des équipes de liaison, sauf Mme Killam qui nous a dit qu'elle était dans une équipe de liaison ce matin. Le travail des équipes de liaison pour travailler en médico-social, où il y a, on élargit encore le concept, c'est-à-dire qu'il y a le travail avec le patient qui construit de la manière de fonctionner. Beaucoup de réponses peuvent aussi être travaillées avec l'équipe au sein de l'équipe médico-sociale. Donc c'était un petit peu ce type de transition qu'on a peu abordé, comment vous voyez. Voilà. Alors l'idée du travail de thèse, c'était de le faire aux urgences, et ça renforce aussi les résultats, parce que là on est sur des patients en crise qui disent moi j'aimerais bien pouvoir faire ça. C'est d'autant plus riche pendant le suivi, moi je trouve. En termes d'outils, quand on travaille ça avec les patients, en termes d'insight et d'alliance thérapeutique, c'est là que ça prend tout son sens et que ça se construit. Je ne sais pas si je m'enchérirais bien sur le fait que ce qui ressort pas mal de cette journée de manière globale, c'est que les plans de soutien et de crise ont du sens pour nourrir des évolutions à titre personnel pour la personne qui les remplit, et puis ça n'a de sens quand même qu'au sein avec les autres, c'est-à-dire que effectivement il y a la couche de je me connais mieux, c'est un outil de connaissance de soi, c'est un outil de rétablissement, vraisemblablement, en tout cas c'est ce qui est beaucoup rapporté par les personnes qui les utilisent, et aussi ça ne fonctionnera que si c'est travaillé en lien avec l'ensemble des acteurs de l'accompagnement, du parcours, que ce soit du côté sanitaire, mais aussi du côté de l'accompagnement et aussi du côté de l'ensemble des aidants. C'est-à-dire que finalement, c'est un outil qui
qui a pour essence même, pour objectif d'être partagé avec toute la Terre, quoi. En tout cas toute la Terre de ceux qui contribuent au bien-être de la personne, c'est-à-dire toute la Terre. Voilà, enfin, pour moi, je ne sais pas si ça répond un petit peu, mais en tout cas, je trouve que c'est effectivement à travailler pour la personne et en lien avec l'ensemble des personnes qui sont autour d'elle, parce qu'elles sont toutes concernées par la situation. Mais je veux bien des retours d'autres personnes qui peuvent avoir à compléter ce que je dis par rapport à ça. Ouais. On va commencer par madame et on peut... D'accord. Alors, pour parler du lien, du coup, moi j'avoue, alors c'était peut-être en lien avec votre travail de thèse, la première fois que j'ai entendu parler des directives anticipées, alors celle-là, pour le coup, c'était un questionnaire. Avez-vous déjà entendu parler des directives anticipées? Et j'associe vraiment ça aux directives anticipées, à la mort, enfin aux derniers soins. Et du coup, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose d'une terminologie là qui vient être un message différent finalement que de celui où on est justement dans l'idée d'un après, du bien-être. Enfin, j'ai vraiment en tête, voilà, plutôt du côté des derniers soins, enfin, de ce que la personne a pu anticiper, mais il n'y a pas forcément d'après. Et que là, on est plutôt dans réfléchir à autre chose. Et je ne sais pas si la terminologie peut permettre d'être sur une communication très simple, justement, si ça flash dans le BPI, enfin, dans le dossier du patient. Qu'il n'y ait pas de contresens, quoi. Oui, enfin voilà, moi c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est d'autres directives anticipées. Et bon, pour le grand public aussi, je pense que c'est ça qui est en tête. Bon, voilà. Oui, effectivement, je crois que Yvonne en parlait ce matin du fait qu'il y avait des débats et plein de questions autour du terme qui est se mettre d'accord et sur le terme et sur les contours de ce que ça représente. Donc, en effet, je crois qu'il y a débat, des avantages et des inconvénients à différentes terminologies. Et puis oui, directive anticipée, on le connaît d'avant de la question de la fin de vie. Après, ça peut bouger, mais effectivement, en tout cas, je crois que c'est pas tranché comment ça s'appelle en fait. Il y avait autre chose? Je pense que si vous voulez bien, je vous propose d'enchaîner avec le vécu des aidants sur ces thèmes-là. Et puis on compilera les dernières questions à la fin. Bien, bonjour. Je suis Brillard Jean-Bernard, je suis délégué départemental de l'UNAFAM 53, donc j'interviens au titre de l'UNAFAM des Pays de la Loire. Donc ce que je vais vous présenter, c'est un travail qui a été fait par 7 familles de la Mayenne, suite au PTSM qui a été mis en place, une fiche action du PTSM qui concernait FI22, voilà, créer des outils facilitant le suivi et le parcours de soins de la personne. Et dans ce travail, l'UNAFAM avait fait une proposition de travailler sur un outil de recueil, d'observation de l'usager et de son entourage. Alors le but, c'était dans l'objectif d'établir des difficultés au domicile afin d'aider les familles dans la coordination, la communication avec les équipes de soins, d'aider les équipes soignantes lors de la prise en charge d'une hospitalisation de la personne et ses habitudes de vie. Voilà. Nous sommes partis là-dessus. On a réuni 7 familles et nous avons travaillé sur un document que l'on a appelé « J'ai observé mon proche et il me semble en danger ». Voilà. Donc nous sommes partis un peu sur les symptômes de la maladie psychique. On peut avancer, s'il vous plaît? Voilà. Et on a déjà commencé par le formulaire, donc on est parti du formulaire en écrivant le nom, le prénom, en définissant aussi les règles de la RGPD, bien sûr, et puis le suivi déjà du patient, parce que quelquefois il y a certains patients qui arrivent, malades qui arrivent aux urgences, qui ont déjà un suivi, hein, et d'autres qui arrivent sans avoir de suivi. Et c'est bien là la problématique, c'est une des problématiques que généralement on a ça souvent,
quelquefois, je veux dire, je ne vais pas exagérer quand même, des patients qui arrivent aux urgences avec leur famille et qui ressortent 3 heures après. Et ça, les familles sont très frustrées de ce genre de choses et ne comprennent pas pourquoi. Et ils ne sont pas, généralement, quelquefois, ils ne sont même pas interrogés de la situation. Hein, ça repart directement. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons fait ce travail. Donc on va passer à la diapo suivante. Donc on a récapitulé un petit peu les troubles, les symptômes de la maladie psychique dans toutes ces activités, les présentations physiques de la personne, la communication, le social, le comportement, le travail par rapport au travail, aux activités qu'il a en dehors et les capacités de raisonnement. Donc tout ça, et on a, ça y est, c'est bon, je pense qu'on a fini là. Donc ce travail-là, donc ce document, on l'a présenté aux équipes soignantes de la Mayenne, des 3 hôpitaux des soins psychiatriques en Mayenne, c'est-à-dire Laval, Château-Gontier et Mayenne, où on a eu un très bon accueil de la part des soignants, des médecins psychiatres, même des médecins coordinateurs, pas coordinateurs, mais sinon, je ne me rappelle plus du nom du médecin. Voilà, et donc on a travaillé là-dessus, on a fait ce document. Là, actuellement, on a fait même un process, un document pour les équipes soignantes pour l'utilisation de ce document. Comment on va l'utiliser? Parce que ce n'est pas un document qui va se travailler dans la nature, hein, puisque c'est un document qui appartient à la famille et non pas au patient. C'est ce que la famille va décrire durant cette observation qu'elle va faire en amont, avant l'hospitalisation. Ce qui se passe à la maison. Voilà, donc, alors je vais vous lire en quelques mots, hein, ce document sera au moment de l'accueil de la famille. Le document support sera proposé à la famille. Pardon. Merci. Le document pourra permettre l'échange avec l'équipe soignante qui assure l'accueil de la personne en difficulté. La famille pourra citer des observations basées sur la connaissance qu'elle a de son proche. Le document sera conservé par la famille, respect de la réglementation protection des données personnelles. Ce n'est pas un document du dossier de patient, mais bien un support de communication entre le proche et les soignants. La partie détachable, c'est-à-dire qu'il y a un quatrième volet, qui est la fiche d'évaluation, puisqu'on va une fiche d'évaluation. Oui, c'est ça. Ouais. Prenez votre temps. Bon, je vais continuer. La partie détachable, voilà, sera déposée dans une boîte aux lettres destinée à cet usage. Une restitution de l'évaluation globale sera présentée à chaque équipe à la fin de l'expérimentation. Une AFAM se charge de récupérer les documents. Nous remercions les soignants pour leur participation. Là, voilà. Document de... Donc, ça sera un volet détachable au document qui sera à remplir par la famille et mis dans une boîte aux lettres. Voilà, dans une boîte aux lettres, pardon. Donc, le but, donc l'expérimentation, théoriquement, là, on est en train de finaliser la mise en page complète du document pour que ça soit assez pratique, parce qu'on s'est aperçu c'était pas très pratique à remplir quand même. Il y avait des choses à modifier, à revoir, pour que ça soit plus facile pour la famille. Et puis, donc, l'expérimentation, théoriquement, devrait commencer au 1er novembre, mais ça sera, je pense que ça va être repoussé encore, au 1er décembre, pardon, et ça sera une expérimentation sur 3 mois. Avec des résultats, on verra ce qu'il en ressort. Voilà, merci. Comme a dit Jean-Bernard, moi je suis Pascal Boucherie, délégué départemental de la Sarthe pour l'ENAFAM, donc je représente des familles adhérentes à l'ENAFAM. Je ne vais pas avoir la prétention de clore cette journée, mais en tout cas par rapport à ce qui a été présenté depuis ce matin pour nous, côté famille, on est rassuré dans la volonté qu'ont pu présenter l'intégralité des soignants depuis ce matin et des péridances. C'est quelque chose que nous,
on soutient. La preuve, Jean-Bernard vient de vous montrer quelque chose qui pourrait peut-être participer avec tout ce qui a été présenté ce matin, vu côté famille, parce que c'est vrai que depuis ce matin, on a vraiment cette liaison soignant-patient et qu'on peut tout à fait comprendre. Par contre, nous, en tant que famille, on a aussi besoin de ce contact-là. Le baromètre de l'UNAFAM 2021 qui est sorti là, en octobre fait apparaître, est sorti en sortie de crise, de pandémie. On a on va dire entre 30 et 50% des patients qui vivent encore à domicile avec la famille. Donc qu'on soit, nous, intégrés à cette réflexion-là, forcément qu'on est forcément partie prenante. Ça, il n'y a pas de... Enfin, c'est tout à fait légitime. D'autant plus qu'on peut se permettre pour les familles les sorties de crise après une hospitalisation qui peut être contrainte, forcée par la famille. Vous pouvez imaginer tout ce que peut vivre la famille quand on récupère le proche chez soi. Donc ça, c'est quand même quelque chose de pouvoir anticiper et vous donner les signes avant-coureurs. C'est tout à fait intéressant. Et puis, excusez-moi, j'ai appris que j'intervenais qu'hier après-midi. Donc j'ai pris quelques notes quand même. Donc sur la partie, voilà, retour après une hospitalisation, on a aussi, à travers nos familles qui sont adhérentes à l'UNAFAM, ce sont des personnes qui vieillissent, tout comme moi. Et c'est aussi une préoccupation. Quand on ne sera plus là, qu'est-ce que va devenir notre proche? Donc voilà, nous en tout cas, en résumé par rapport à cette journée. Et puis, qu'on soit sur une dimension pluridisciplinaire, c'est vrai que ce matin, on a échangé sur la partie soignant-patient, mais par rapport aux besoins qu'ont les familles, les assistantes sociales, le logement, tout ce qu'on peut imaginer, pour gérer nous aussi au mieux, parce que je pense que tout à l'heure, quelqu'un parlait que c'est bien qu'on fasse, c'est une infirmière, je parle de faire son propre plan de crise. Moi, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire dans les familles, pour aussi anticiper, notre proche ne va pas bien, donc on l'a écrit avec lui. Et puis nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que proche aidant pour aussi passer cette crise qui est aussi compliquée pour nous. Mais si on ne vit pas au même niveau, mais on doit nous en tout cas être le plus équipé possible pour justement être capable d'accompagner notre proche quand il sort. Parce que si nous on n'est pas bien, il y a de chance qu'on ne soit pas capable d'aider notre proche. Donc pourquoi pas faire le plan de crise pour nous? En tout cas, voilà la position de l'UNAFAM. Et puis encore merci, parce qu'on repart bien gonflé sur le fait qu'il y a toutes ces directives-là qui vont se mettre en place, et puis ne vous oubliez pas. Voilà, merci. Oui, un grand merci à vous pour ce partage et ces outils qui sont utilisés. La première remarque qui me vient, c'est que effectivement, on a beaucoup parlé des signes avant-coureurs, des petits signes du juste avant, qui font partie intégralement des plans de crise et des plans de bien-être. Et vous nous rappelez que souvent, il y a aussi le regard des proches et des aidants qui identifient ces petits signes du juste avant, puisque c'est les premières personnes à identifier. Je voulais juste partager, déjà commencer par partager une expérience des programmes d'éducation thérapeutique que j'ai animé pas mal d'années à l'hôpital, et où la dernière séance, c'était une séance avec les proches. Ça a toujours été une séance avec les proches, où les personnes qui participaient invitaient toutes les personnes qui voulaient. Et lors de cette séance, très souvent, enfin quasiment tout le temps, on faisait un travail autour du plan de crise. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes avaient travaillé en amont sur ce qu'ils auraient mis, voilà, ils avaient commencé à initier un travail sur leur propre plan de crise. Et puis on faisait une séance, c'était assez ludique, où pendant la dernière séance, on mettait la famille, parce qu'il y avait des fois un aidant, mais parfois il y avait les deux parents, les frères et sœurs, le conjoint, enfin voilà, il y avait du monde. Et il y avait un groupe aidant qui se mettait à la place du proche et qui disait qu'est-ce que moi j'aurais mis dans mes signes avant, juste avant, qu'est-ce que je voudrais moi comme soin, qu'est-ce que je voudrais pas. Et ensuite on faisait des petits groupes où on rassemblait la personne et ses aidants, et on regardait ensemble, bon alors est-ce qu'on est d'accord ou pas.
Et c'était assez amusant de voir, parce que c'était sur un mode assez ludique, c'était évidemment en dehors de toute situation de décompensation, hein. C'était dans un moment où c'était plutôt des moments de partage, etc. Et souvent, on voyait que ça permettait de croiser les regards et de voir que chacun se disait « Ah bah oui, tiens, toi tu penses que c'est ça qui se passe d'abord. Ah toi, t'as remarqué que tiens, quand je commençais à manger n'importe comment, c'était là où ça commençait à aller pas bien, etc. etc. » Donc je trouvais que c'était tout ça pour dire que je trouve que c'est important de pouvoir prendre en compte également le regard des proches en le croisant avec le vécu des personnes, puisque de toute façon sinon on n'en fera pas vraiment grand chose, ça risque d'être plus creux en fait, d'avoir beaucoup moins de facilité. Donc je me disais, est-ce que le document sur lequel vous avez travaillé là, est-ce que ça pourrait pas être au sein du plan de crise des personnes est-ce qu'il y a un document, est-ce que je suis OK pour qu'il y ait un document écrit par mes proches? Qu'est-ce que ce document, à qui on va le donner? Dans quelle situation? C'est ma question en fait. Tout ça pour dire que ma question c'est, dans le plan de crise de la personne, que lui va construire, soit tout seul, soit avec un père aidant, soit avec un soignant, soit avec son psychiatre, soit avec les proches aussi, est-ce que ça devrait pas être quelque chose de systématique, en tout cas à penser systématiquement? Est-ce qu'il y a un document sur lequel j'autorise mes proches à travailler dessus et à partager, et comment je veux qu'il soit partagé, à qui, dans quelles circonstances? Parce que ça peut être une bonne occasion d'en causer en amont, en fait. Et peut-être que ce serait beaucoup plus confortable pour les soignants des urgences. Alors là, je laisserai la parole à mes collègues en disant, le patient, quand il allait bien, il était d'accord. Maintenant, il n'est plus d'accord, évidemment. Mais quand il allait bien, il était d'accord pour qu'on en fasse, et c'était précis, en fait, pour qu'on en fasse ci ou ça, de ce document-là. Voilà, je me tais. Non, mais ce document est plutôt fait pour des gens qui arrivent aux urgences avec un proche qui découvre la maladie. Hein. C'est ça, hein. Le document il est fait pour ça. Quand vous découvrez la maladie, comme nous tous les aidants, vous ne savez pas ce que c'est. Hein. Vous dites, il y avait des choses qui se passaient, vous arrivez aux urgences comme ça, plein pot, avec votre proche, on vous accueille, on accueille le proche, déjà, pour commencer, on n'accueille pas la famille, on l'accueille éventuellement après, mais ce n'est pas toujours le cas. Et vous êtes dans l'émotion, parce que quand vous avez appelé le 15 et puis que vous avez le SAMU et la police à la maison, vous êtes quand même dans l'émotion, hein, c'est pas quelque chose qui se... Hein. Donc, et vous arrivez aux urgences, et donc vous êtes comme ça, tremblant, tout excité, tout énervé, et vous n'arrivez pas, et puis en plus, avec des soignants, quelquefois, on n'a pas le même langage, on n'emploie pas le même jargon, il y a quand même un jargon dans le milieu psychiatrique, et nous, on ne comprend pas toujours tout. Donc c'est plus un document qui sert à ça. Je ne dis pas qu'il y ait un dossier patient après pour un plan de crise, ok, peut-être, mais il faut déjà que la personne soit en accord pour le faire, avec les aidants, avec ses proches, et ça demande quand même du temps et du travail ensemble, proches et aidants. Je ne dis pas que c'est pas bien de le faire, hein. Je ne dis pas ça, je veux dire, mais nous, on n'a pas fait ça dans ce but-là. On a fait plutôt ça dans les familles qui arrivent, qui découvrent la maladie, et qui sont dans l'émotion de la maladie, et puis, voilà, vous arrivez comme ça, vous êtes perdus. Hein. Moi, ça m'est arrivé avec mon épouse, hein, excusez-moi de parler personnel, mais elle était, comment je veux dire, elle avait perdu le sens de la réalité, hein, pendant l'été dernier de 2019, et je l'ai amenée aux urgences, et voilà, moi qui connaissais un petit peu les choses, j'ai discuté avec l'infirmier, et je lui ai dit, elle a des propos délirants. Il dit non, c'est pas ça. Elle dit, je dis, ah bon, parce que moi je l'ai oublié qu'elle disait n'importe quoi, n'importe comment. Non, il me dit, c'est pas des propos délirants, c'est autre chose. Voilà, c'est quelque chose, on n'a pas le même jargon, le même mot, et toutes ces choses-là. Donc ça complexifie les choses, quelquefois, pour des familles qui découvrent leurs proches. Voilà. Je l'interprète comme ça.
Je ne sais pas si j'ai bien parlé. Ok, si, je vous remercie beaucoup. Donc j'entends que c'est un outil qui permettrait une mise à plat plus tranquille et plus objective de ce que les proches observent lors d'une première décompensation et pas forcément... mais moi je trouve que ça pourrait avoir un intérêt aussi pour avoir donné des informations, évidemment, avec du travail avec les personnes concernées en amont pour pouvoir se dire, bah ouais... le malade et la famille. C'est ça, complètement. Et ça peut faire partie complètement d'un outil au sein du plan de crise, forcément, une antenne du plan de crise. Lee, on a retrouvé Lee. Ouais. Allez, on va répéter. Donc, ouais. Alors, 2 pères aidants ont commencé à travailler au Villantier à Lyon, aux urgences. Et donc... Oui, merci. Pour ça fatiguer. Donc difficile pour les pères aidants, hein, vous disiez. Ouais. Parce que l'une avait été déjà aux urgences dans ce cadre-là. Alors, les pères aidants font un lien, un rappel des directives anticipées. C'est pas simple, hein, surtout quand on arrive en fin de journée. Donc, oui, rappel des directives anticipées, de leur existence. Ça se fait au niveau de l'accueil. Lien entre les proches et les soignants. Donc le fait qu'un proche peut être désigné dans les DAP pour signer les soins sous contrainte, ça peut rassurer. Donc ça permet d'anticiper cet acte-là. Et ça évite les ruptures. On parlait tout à l'heure du terme DAP, donc qui n'a pas été mal vécu par les personnes. Donc il existe aussi une formation à Marseille pour les pompiers, pour leur permettre de connaître l'existence des DAP. Oli, le chatbot qui a été développé par Louis-Antoine notamment, permet effectivement de moins solliciter le dispositif des urgences. Et en tous les cas, ça permet... D'accord. Donc plutôt que le chatbot permet effectivement de moins solliciter les proches plutôt que les urgences, hein, vous disiez. Ah. Alors reprenez, parce que...
Oli permet de diminuer la pression sur les proches. Parce qu'il est utilisé par les patients. Oui, je pense que tout le monde est... Ce qui facilite le vécu aussi des proches par rapport à cette crise, cette utilisation d'Oli par l'usager. Donc Oli est utilisé par les proches aussi. Ok. On va peut-être arrêter là parce que la traduction, la reprise de vos propos en fin de journée, je suis désolée, mais on commence à saturer. Oui, merci beaucoup de ces remarques. Effectivement, moi je trouve ça très très intéressant, l'initiative de pouvoir penser la paire-aidance dès les situations de crise, de penser des actions de paire-aidance. On a un projet à Nantes aussi de réfléchir à la contribution de personnes paire-aidantes dès la crise, que ce soit au niveau des urgences ou là pour le moment plutôt au niveau des unités fermées d'intra. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez partager sur ce projet-là. Oui. Oui, donc, dans la paire-aidance, je pense aussi que nous, les familles, on devrait être intégrés au même titre que la paire-aidance des usagers. Parce qu'on a quand même une certaine expertise de nos situations. C'est la paire-aidance en général. Il ne faut pas que la donner que aux usagers ou la formation. Voilà, je pense qu'il faut qu'elle soit mise en place aussi avec les familles pour intégrer aussi la paire-aidance. Donc il y a quand même certaines formations, il y a BREF qui permet d'avoir un petit peu de paire-aidance des familles pour détraumatiser la maladie en très peu de temps, mais ça ne suffit pas. Quelquefois, ça serait bien qu'on soit intégré, nous aussi, dans les hôpitaux psychiatriques un petit peu. Je pense que certains psychiatres sont prêts à ça, aussi à le faire. Oui, tout à fait. La paire-aidance ne se limite pas le soutien entre pairs va bien au-delà de la question des personnes concernées directement au premier chef par le psy. C'est aussi l'une, la femme, c'est de la paire-aidance déjà. Donc après, la question d'intégrer au sein des équipes, au sein des systèmes, des institutions hospitalières, des institutions de soins, des pairs aidants de famille, en fait, est une question qui est tout à fait pertinente et qui peut, en tout cas, le soutien entre pairs concerne aussi les familles sans aucun doute. On avait promis de s'arrêter pas trop tard. Est-ce que quelqu'un serait extrêmement frustré de ne pas pouvoir poser une dernière question à nos invités aujourd'hui? Je voulais conclure pour remercier vivement l'ensemble des personnes qui se sont donné du mal, y compris Dr Vergniaud, un lendemain de garde, si je peux me permettre. Voilà, merci beaucoup d'avoir pris ce temps et nous avoir aidé à comprendre, à essayer d'en savoir plus clair sur ces questions qui sont, on voit, extrêmement complexes, des directives anticipées et des plans de crise. On a tous la tête farcie parce que justement ce sont des questions complexes puisque les directives anticipées, on est tous convaincus que c'est utile, que c'est central. Quelqu'un disait ce matin, c'est peut-être pas le nerf de la guerre de la psychiatrie des années 2021. Je pense que ça peut être, on en parlait ce midi de manière informelle, ça peut être un outil qui permet de commencer à mettre un pied dans une approche rétablissement, à mon avis, simplement en abordant les questions différemment, en disant, voilà, on devient tout de suite de fait partenaire, c'est un outil d'empowerment, c'est un outil de rétablissement pour les personnes, en premier lieu. Et je pense que si on commence à se dire, tiens, c'est un outil qui peut être... on peut l'utiliser en fait, et même si on ne le fait pas forcément parfaitement bien au début, si on réfléchit ensemble à ce que ça veut dire un plan de crise, ce que ça veut dire un plan de soutien, comment on peut bien l'accompagner, c'est comme l'éducation thérapeutique, j'en parlais ce matin, c'est
Pour moi, c'est la même chose que bien faire de l'éducation thérapeutique, c'est déjà mettre un pied dans des approches orientées rétablissement, et commencer à utiliser les plans de crise, les plans de soutien, tout ce qu'on veut, de la même, on s'en fiche de la forme que ça prend et puis de la manière, on n'est pas obligé d'être complètement uniformisé, mais en tout cas, je pense que c'est déjà une manière de se dire, tiens, je vais collaborer avec la personne que j'accompagne, même en situation de crise, et je vais pouvoir travailler avec elle sur qu'est-ce qui lui fait vraiment du bien quand elle va mal. Et ça, elle le sait, en tout cas, elle l'a su à des moments, et elle le saura à nouveau peut-être, et elle en apprendra d'autres choses. C'est vrai que Tim Grison nous disait lors d'une dernière rencontre que toute situation de crise, toute hospitalisation, tout passage aux urgences, tout moment de décompensation est une occasion d'apprendre, et soyons des éducateurs. Donc, contribuons à ces occasions d'apprendre en remaniant les plans de crise des personnes qu'on accompagne, parce que c'est comme ça qu'on va ensemble pouvoir construire. Moi, je trouve que ça peut être la psychiatrie de demain, en tout cas une orientation peut-être un peu plus, qui soutient un peu plus le rétablissement. Et c'est comme ça qu'on avancera. Je pense que c'est un très très bel outil. Donc, merci à tous d'avoir contribué à le présenter, à en parler et à être venus parfois de loin, parfois pour pouvoir participer à cette journée. Voilà, peut-être quelques mots que j'ai oubliés. Un petit sas de confinement, au moins ça nous permet de nous rencontrer. C'est la 20e journée, donc on espère qu'elle a contribué aussi à éclairer, comme disait Marion, le propos, et surtout qu'elle va permettre le développement des directives anticipées ou des plans de crise conjoints dans notre région. Le CREPSI reste soutien pour toutes les questions qui peuvent se poser après ces journées. Vous rappelez aussi que le CREPSI a un nouveau site internet sur lequel on espère que vous allez naviguer et trouver des outils qui vous intéressent.